Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces applaudissements chaleureux. C'est vrai qu'on est très chanceux aujourd'hui d'avoir deux grands danseurs de l'Opéra de Paris. Donc bienvenue pour ce deuxième Toi 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 de la saison et le premier consacré au ballet. Nous allons parler aujourd'hui de Mayerling qui va débuter bientôt à l'Opéra Garnier, au Palais Garnier, pardon. Et donc nous avons le plaisir de recevoir Héloïse Bourdon et de recevoir Mathieu Gagnon. Bonsoir. Je sais que tous les deux ont leur fan club et ça se sent à la chaleur de vos applaudissements. Alors ce soir, pour parler donc de Mayerling, avec notre première danseuse et notre étoile, peut-être quelques mots d'abord parce que c'est pas si fréquent finalement qu'on ait un ballet qui parte d'un fait réel, d'une histoire vraie. Souvent, vous le savez bien, hein, vous avez l'habitude de danser des féeries, des contes, peut-être des histoires mythologiques. Celle de Mayerling a acquis aujourd'hui le rang de mythe, mais au départ, c'est vraiment une histoire vraie. On entre dans la petite histoire et dans la grande histoire qui sont mêlées tous les deux. Qui d'entre vous se dévoue pour raconter un petit peu cette histoire de Mayerling? Que s'est-il passé un fameux jour de 30 janvier 1889. Bien justement, on ne sait pas vraiment. Alors le ballet prend un peu parti et dit que c'est un double suicide. Enfin, suggère que c'est un double suicide, puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Mais il y a de nombreuses hypothèses qui vont des plus farfelues aux plus vraisemblables. Malheureusement, je pense que c'est très compliqué pour espérer avoir la chance un jour d'avoir la vérité sur cette affaire, si ce n'est que à cette date-là, on a retrouvé Rodolphe, le prince héritier d'Autriche-Hongrie, mort avec sa maîtresse Marie Vetsera, une très jeune femme, à peine noble. Voilà. Alors voilà, mais en fait c'est quand même une histoire très importante. Pourquoi ? Parce que ça a des implications politiques, bien sûr. Rodolphe, comme vous l'avez dit, Rodolphe et l'héritier de l'Empire. Que vous allez interpréter, hein, est l'héritier du royaume de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sa maman, qui est interprétée entre autres par vous, on va expliquer hein, que vous avez un double rôle dans des distributions différentes. Sa maman n'est personne d'autre que Élisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, donc que vous interprétez en alternance avec le rôle de Marie la Riche. Marie la Riche, oui, qui est la plus ancienne maîtresse de Rodolphe et aussi sa cousine éloignée. Voilà. Et qui va donc présenter à Rodolphe Marie Vetsera, et on va parler ensuite de cette histoire d'amour. Donc les répercussions pourquoi aussi on ne sait pas si c'est un double suicide ou pas, c'est que bien sûr, politiquement, c'était compliqué pour... Il y a beaucoup de choses qui ont été masquées par la famille et justement des preuves qui ont été complètement... anéanti, donc on n'a pas recours à certaines choses, on ne sait vraiment pas comment ça s'est passé. Avec beaucoup de mensonges de la part de différents personnages en fonction de comment ils se positionnaient par rapport aussi politiquement à toute cette affaire. Voilà, parce qu'il ne faisait pas bon ton de se retrouver mort dans les bras d'une personne qui n'était pas son épouse légitime, et par ailleurs, puisque s'il s'agit d'un double suicide, l'Église condamnant le suicide, il fallait aussi cacher cet aspect-là des choses. Donc les deux réunis, les raisons politiques et les raisons religieuses, ont fait qu'en effet des preuves ont été masquées et qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça c'est dans la réalité. Ensuite le ballet, donc le ballet de Kenneth Macmillan, donc il a été créé en 1978 au ROH et il est rentré au répertoire de l'Opéra de Paris en 22, pardon. Il y a 2 ans, oui. Voilà. Et tous les deux vous avez dansé ce ballet en 2022. Oui, exactement. Alors Kenneth Macmillan, vous aviez déjà dansé des ballets de lui auparavant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être de son esthétique, de son style,
Est-ce qu'il y a un style anglais? Et comment l'opéra, des danseurs de l'Opéra de Paris, s'approprie ce style? Alors oui, on a déjà abordé du Macmillan avec l'histoire de Manon. C'est vrai que c'est uniquement, si je me trompe, c'est 2 ballets qu'on a au répertoire de Sir Kenneth Macmillan. Donc c'est pas énorme et on n'a pas une vue d'ensemble sur son répertoire, si ce n'est qu'effectivement ce qui se dégage de ces 2 pièces, c'est une narration très importante, très forte, et justement le positionnement des artistes par rapport à ça, d'avoir un jeu le plus naturel qui soit et d'être toujours dans une narration. Et même s'il se base sur la technique classique du ballet académique, tout ça, les pointes et tout, ça passe vraiment au second plan. C'est vraiment l'histoire qu'on raconte et la façon dont on la raconte qui est la plus importante pour lui. Voilà, et donc ça c'est assez particulier chez lui, et c'est très agréable pour des artistes d'avoir toute cette place et le background du démonstratif un peu derrière, quoi. C'est vrai qu'on a un ballet narratif, comme l'histoire de Manon d'ailleurs, et c'est en effet une des particularités de Macmillan. Pour vous, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'il y a une théâtralisation très forte, mais est-ce que finalement ça ajoute une couche supplémentaire aux difficultés techniques de la danse, ou au contraire est-ce que ça vous aide à rentrer dans les personnages et à vous laisser porter par cette histoire? Je dirais que la danse est au service de la narration et donc de l'émotion. Et je dirais que ça apporte quelque chose en plus, dans le sens où c'est ce qu'on recherche en tant qu'artiste, de vivre des émotions sur scène et de pouvoir à chaque spectacle en plus redécouvrir, essayer de se renouveler aussi. Et ça, je trouve ça génial dans ce genre de ballet de Kenneth Macmillan, de pouvoir expérimenter toute une palette de sentiments et surtout que ce soit au service de l'histoire. Oui, oui, ça nous oblige à être vraiment dans le moment présent de ce qu'on vit en scène et pas dans essayer de calquer, enfin de réussir son truc, et puis une fois qu'on l'a réussi, c'est bien. En fait, on est dans ce qu'on raconte et on est dans une espèce de vérité de l'instant qui est très agréable. Et il y a quelque chose aussi qui est assez étrange, c'est que la chorégraphie nous met bien souvent dans l'état dans lequel on doit être au moment où on interprète le personnage. C'est-à-dire qu'il y a des solos qui sont très contrariants, pas forcément pratiques, mais au final, si on accepte ça, on se rend compte que c'est pour nous aider à interpréter ce qu'on doit dire à ce moment-là. Et de ce côté-là, c'est vraiment presque du génie, parce qu'à chaque fois qu'on a des pas de deux ou des variations, la chorégraphie fait que ça nous met dans l'état demandé. Et ça, c'est assez propre à lui, je trouve. D'accord, alors vous parliez de sentiments et de pas de deux. Justement, je voudrais montrer un petit extrait de votre premier pas de deux. Donc, vous, Rodolphe, avec votre maman. Bon, ça se voit pas comme ça que vous êtes sa maman, mais dans le spectacle, c'est très crédible. Et donc, ce premier pas de deux, on va lancer l'extrait, puis ensuite, je vais vous demander peut-être de commenter un petit peu ce qui se passe.
Désolée, on doit couper. On doit couper pour pas que ce soit trop long, mais évidemment, on aurait en fait envie de voir l'intégralité du spectacle, mais ça sera un petit peu pour plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce premier pas de deux qui, si j'avais pas dit que c'était la mère et le fils, je suis pas sûre qu'on l'aurait deviné. Ah, alors c'est que c'est pas assez bien fait. Non, c'est pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on sent quand même qu'il y a un certain érotisme entre cette mère et son fils, et c'est en ça que peut-être c'est pas les sentiments qu'on pourrait attendre d'une relation mère-fils. C'est juste dans ce sens-là. Donc là, en fait, dans le pas de deux qu'on vient de voir, enfin dans l'extrait. Rodolphe cherche l'attention de sa mère, puisque donc dans le contexte historique, et donc ce qu'on raconte en fait, c'est que Élisabeth Sissi n'a pas pu éduquer son fils. On lui a arraché puisqu'on l'a considéré comme trop jeune et irresponsable, et donc du coup elle n'a pas pu éduquer son fils, et lui il en a énormément souffert, Rodolphe, donc de l'absence de sa mère. Et donc là, dans cette scène, il vient en fait donc dans sa chambre, elle est avec ses demoiselles d'honneur. Là, on ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe avant dans le cadre du ballet. Et donc, elle est toute épanouie, très, très voluptueuse. Enfin, elle se regarde dans la glace, elle s'amuse avec ses demoiselles d'honneur. Et donc, elle est dans une forme d'épanouissement. Et quand Rodolphe arrive dans sa chambre pour lui parler, tout d'un coup, elle se ferme, elle se contient, elle se rigidifie parce qu'elle ne veut pas avoir ce contact, en fait. Elle refuse ce contact parce qu'elle a peur, elle ne le connaît pas, en fait. Elle le connaît pas bien, elle a passé son temps à faire des voyages et elle ne le connaît pas bien, et donc elle appréhende cette rencontre. Et donc, du coup, par rapport à l'érotisme, je pense qu'il y a quand même une difficulté pour l'un et pour l'autre de pouvoir communiquer. Et donc en fait ce qu'on voit d'ailleurs, je trouve ça très esthétique dans toutes ces torsions, dans ce qu'on voit comme de mal-être en fait. On sent justement un mal-être, mais en même temps lui qui veut l'approbation de sa mère, parce que je crois savoir qu'il veut l'approbation de sa mère parce que c'est la seule personne en fait qu'il a envie d'aimer, et qui peut pas, en fait, il peut pas lui donner cet amour, elle peut pas lui donner cet amour, et donc en fait c'est ça qu'on voit. Qu'en pense le fils ? Il faut dire, vous dites le premier pas de deux, mais en fait c'est l'unique pas de deux qu'on a tous les deux dans le ballet. Oui, je voulais dire, pardon, le premier pas de deux de tout Meyerling. Non. D'abord, il y a un autre. Pardon, peu importe. Enfin voilà. En tout cas, on a effectivement, pour cadrer un peu cette relation qui est quand même particulière et qui en même temps, je trouve, est déterminante sur toute la psychologie, qui vient pas excuser l'attitude de Rodolphe, mais qui vient l'illustrer. Et on a un pas de deux pour expliquer tout ça. Donc c'est un moment assez capital et pour moi qui m'a paru tout de suite, déjà il y a 2 ans, comme super important et très explicite d'une facette du personnage de Rodolphe. Et effectivement, Héloïse l'a très bien expliqué, c'est un amour, je pense, profond l'un pour l'autre, parce que je pense qu'elle aimait très fort ses enfants, que c'est pas qu'elle aime pas son fils, c'est juste qu'effectivement on lui a arraché parce que on lui a imputé la mort d'une de ses premières filles. Parce qu'elle souhaitait, c'est un peu long, mais faire un voyage avec elle, et elle est morte lors de ce voyage. Donc après, on lui a retiré ses enfants, et Rodolphe a eu une éducation extrêmement stricte, sévère, même parfois un peu complètement barrée. On le réveillait la nuit en tirant des coups de feu, en lui disant qu'il fallait vite qu'il s'échappe, qu'il y avait un complot contre lui. Donc des choses qui vraiment l'ont marqué, enfermé dans une cage avec des animaux sauvages, enfin des trucs. Et elle a été loin de tout ça. Et pendant toutes ces années, il aurait eu besoin de la présence d'une mère qu'il n'a pas eue. Je pense que ça a vraiment construit sa psyché, et ce manque d'amour se répercute sur, après il va se venger d'une certaine manière sur malheureusement d'autres femmes, mais je pense que leur relation est hyper importante. Et en même temps, je pense que dans l'histoire, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont vraiment des aspects de leur personnalité qui sont identiques.
Comment justement vous êtes allé, dans quoi vous puisez pour être au plus près de la psychologie des personnages? Est-ce que, s'agissant de personnages historiques, vous êtes beaucoup documenté en allant lire des livres historiques sur le sujet, ou alors est-ce que vous allez chercher ailleurs, ou alors est-ce que c'est encore un autre biais, par exemple par des répétiteurs invités qui vous auraient aidé à aborder ces rôles? Alors effectivement, comme c'est des personnages historiques, en ce qui me concerne, je me suis énormément documentée. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a eu une répétitrice, là, on a eu Carl Burnett il y a 2 ans. Là, cette année, on a Dana Fouras, qui est venue donc nous faire répéter ce ballet et qui a énormément donné d'importance à tout ce qui est artistique et tout chaque geste, comment on doit le raconter, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment que le geste soit au service du propos et de l'émotion, et que ce soit pas un geste pour un geste. En fait, limite, on doit plus voir de la danse en fait quand on voit le ballet. On doit vraiment raconter une histoire au public, et ça passe par un travail très minutieux et un travail très précis, une coordination, une rythmique. Au niveau du geste, la manière de se déplacer, la manière de poser une question, la manière les interactions les uns avec les autres. Et chaque personnage dans ce ballet, mais le corps de ballet aussi, et chaque personnage doit bien comprendre en fait sa spécificité et pas son statut, mais ce qu'il a à faire dans l'histoire pour que justement l'histoire prenne sens. Et ça, Dana a énormément axé là-dessus le travail qu'elle a fait avec nous pendant les semaines de répétition. Voilà. Et pour vous? Alors moi, j'ai peut-être fait moins de recherches que Héloïse, historique. C'est vrai que j'ai lu un peu en gros l'histoire, mais j'ai pas lu un livre en particulier, où je me suis un petit peu documenté, mais c'est vrai que je me suis servi beaucoup des indications d'abord de Carl Burnett, là il y a 2 ans, et puis encore plus cette année effectivement de Dana, qui a vraiment tout contextualisé. Et ce qui est très particulier aussi sur cette pièce, c'est que, comme vous le disiez, c'est un fait réel, donc c'est des gens qui ont vraiment existé, c'est des gens qui arrivent sur scène, mais avec déjà tout un passé qu'il faut pouvoir faire ressortir en tant qu'artiste, et donc qui nous enrichit de tout ça, qui distille au fur et à mesure des répétitions, des informations, et puis après, je pense que chaque personnage, il y a plusieurs distributions, et chaque distribution va avoir sa vision aussi, quelque part du personnage qu'il interprète. Donc on met aussi un peu de nous-mêmes et de ce qu'on projette sur les personnages qu'on interprète. Avant d'aller un petit peu plus loin dans le rapport de Rodolphe aux femmes notamment, et de creuser vos personnages, est-ce que le fait de l'avoir dansé en 2022 et de danser de nouveau aujourd'hui vous a permis vous aussi d'aller plus loin dans la psychologie, ou peut-être d'être moins axé sur la technique et donc plus sur l'artistique, sans vouloir complètement s'emparer les deux? Comment vous abordez 2 ans après ces rôles? Ouais, je trouve que c'est toujours une chance de pouvoir réinterpréter des ballets, surtout des ballets comme ceux-là où on vit quand même des choses très fortes en scène, et forcément on se sert du vécu des fois précédentes. En plus là il y a que 2 ans entre guillemets, donc ça reste quand même relativement frais dans la tête et dans le corps, et ça permet effectivement d'aller plus loin, de rechercher, d'essayer des choses peut-être nouvelles, d'avoir un nouveau regard. Nous on a déjà dansé tous les deux ensemble, mais nos autres partenaires changent, donc on a aussi des rapports différents avec les autres partenaires, donc on réagit forcément différemment, on réécrit un peu son histoire. Moi je trouve que c'est un exercice toujours très intéressant de poursuivre sur des rôles aussi riches que ceux-là. Alors sur le personnage de Rodolphe, qui est quand même un personnage très très complexe, on a vu peut-être les origines, sans faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que cette relation avec sa mère dès le départ, qui a été presque avortée, dans le lien qui a pu se tisser entre les deux, on a l'impression que ça a des répercussions sur tout le rapport de Rodolphe avec les femmes.
Et les femmes, il y en a beaucoup. Vous dansez avec beaucoup de partenaires. Je crois qu'il y a peu de ballets où le héros masculin a autant de pas de deux et avec autant de partenaires différents. Vous en avez 5, si je ne me trompe pas. Louise. Ah, j'entends 6 dans le public. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnages, mais on ne fait pas forcément des pas de deux avec chacune. En l'occurrence, Mitzi, qui a quand même été une personnalité importante dans la vie de Rudolf, qui apparaît là, mais on n'a pas un vrai pas de deux, donc est-ce qu'on la compte comme une partenaire? Voilà, c'est peut-être. Bon, alors en tout cas, il y a sa femme, Stéphanie, que Rodolphe humilie dès le début. Hein, c'est ce qu'on voit dans la grande scène de bal où Rodolphe va danser avec la sœur de Stéphanie, de sa femme, ce qui n'est pas très correct. Il y a qui d'autre comme personnage? Alors donc il y a sa mère, il y a sa femme, il y a la sœur de sa femme, il y a Marie la riche, il y a Mitzi Caspar et Marie Vetsera. Voilà, Marie Vetsera. Oublié la plus importante. Donc 6. Justement, alors avec ces femmes, on voit que Rodolphe, dès le départ, a quelque chose de très trouble et troublant par rapport à la mort. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le vrai personnage, et donc votre personnage aussi, a une maladie vénérienne, a des problèmes donc de santé, se soulage à la morphine, mais en fait ça devient une addiction, et tout ça évidemment n'aide pas à régler ses névroses. Donc il y a un rapport à la mort qui est vraiment un fil rouge dans ce ballet, et ce qu'on voit, c'est que notamment il y a une tête de mort avec lequel vous jouez, ou un pistolet que vous présentez aux différentes femmes, et toutes n'ont pas le même rapport avec ces objets. Et j'aimerais qu'on voit un petit extrait. Alors en fait, 2 extraits. Le premier, c'est quand vous proposez un pacte suicidaire à Mitzi, donc cette demi-mondaine, enfin une maîtresse que vous avez, et puis pour voir sa réaction. Et puis le deuxième petit extrait, c'est avec Marie Vetsera, et là on va voir que le rapport est tout à fait inversé. Encore une fois, pardon d'avoir dû couper avant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce fameux rapport à ces Eros et Thanatos, là, vraiment, qui sont toujours réunis? Alors, effectivement, la mort est complètement en fil rouge, et cette espèce d'obsession, mais parce que c'est aussi, je pense, l'unique solution qu'il entrevoit pour se sortir de tout ça, parce que c'est quand même un personnage qui est, au final, on s'en rend compte dans le ballet, entouré de plein de femmes, mais finalement très très seul. Pas vraiment de confident, pas vraiment de... et donc, au travers de toutes les souffrances et les traumatismes, les paranoïas, je pense qu'il devait vraiment entrevoir ça comme quelque chose, comme une fin, enfin comme un soulagement. Et donc c'est très présent, et effectivement tout le monde ne réagit pas pareil à ce rapport à la mort. Et ce qui est aussi marquant, c'est que il voit ça comme une solution, mais il ne peut pas l'envisager seul.
C'est-à-dire, il décide pas de se dire j'en ai marre, je me suicide. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin de quelqu'un. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il a, dans le ballet, c'est qu'il a déjà proposé cette solution à son valet de pied, qui a refusé, puis ensuite à Mitzi Kaspar. C'était pas une simple maîtresse, c'était quand même quelqu'un auprès de qui il était assez proche, qui a une relation quand même ambiguë avec lui parce que c'est aussi une espionne, un peu malgré elle, due à sa situation de demi-mondaine. Le pouvoir fait pression sur elle pour qu'elle divulgue des choses de Rudolf, mais lui est quand même, peut-être il le sait même, mais il est très proche d'elle, enfin il a beaucoup d'affection pour elle. Elle, effectivement, c'est pas une option pour elle. Et c'est ce qui va le rapprocher, je pense, de Marie Vetsera, c'est que cette jeune fille va être assez folle pour accepter, en fait. Et c'est ce qui va les lier encore plus, je pense, qu'une vraie relation amoureuse, enfin, un vrai coup de foudre. Voilà, et donc c'est ce qui est intéressant dans le ballet aussi, c'est tout, et c'est très présent, et contrairement aussi à Stéphanie, parce que Stéphanie, il arrive et il la menace et il lui montre le crâne, et elle est terrorisée par ça, et lui justement, il appuie encore plus pour voir les leviers jusqu'où il peut jouer avec elle. Plus elle va être terrorisée, plus ça va l'amuser, presque comme un chat avec une souris. C'est votre lecture aussi de ce qui se passe entre Rodolphe et ces différentes femmes ? Oui, complètement. Oui, je trouve que Mathieu est très juste dans ses propos, tout à fait. Oui. Et à votre avis, pourquoi il a besoin de quelqu'un pour ce fameux pacte suicidaire ? Pourquoi est-ce qu'il ne se tue pas tout seul ? Je pense personnellement que c'est pas si facile que ça, déjà, de passer le pas. Et je ne sais pas si c'est plus facile de tuer d'abord celle qu'on aime et de se tuer ensuite. Alors, est-ce que lui, il se rend compte qu'il va d'abord tuer quelqu'un avant de devoir se tuer lui ? Je pense que c'est plus que quelqu'un l'accompagne dans toute cette aventure cérébrale et fasse presque le premier pas de lui mettre la main dans le pistolet, parce que finalement, il s'en amuse beaucoup. Enfin, il s'en amuse. C'est une idée, c'est presque une menace comme ça qu'il peut proférer, mais vraiment franchir le pas, je pense que c'est compliqué pour lui de le faire tout seul. Je sais pas pourquoi, très honnêtement, pourquoi c'est si compliqué, j'ai pas la réponse. Mais si je me base sur moi, je comprends que ça soit pas si facile que ça. Mais justement, j'ose espérer pour vous que vous êtes assez éloigné du personnage de Rodolphe et que vous êtes mieux dans vos baskets, si je peux m'exprimer ainsi, ou dans vos chaussons de danse. Est-ce que vous avez justement besoin de vous raconter une histoire, de lui donner, peut-être pas des excuses, mais des explications en tout cas à son geste ? Et je pense que c'est une question qui peut aussi valoir pour vous, parce que vous interprétez des rôles pas faciles non plus, enfin psychologiquement peut-être de vous. Ce sont des vrais rôles de composition quand même. C'est vrai que c'est des rôles très forts qui nous habitent même en dehors une fois que le spectacle est terminé, sur toute la période de travail et de performance. En fait, on est quand même imprégné de ça, notamment on est quand même beaucoup dans l'addiction, la sexualité, la drogue, la mort, et bon, pour jouer tout ça, il faut aller chercher ça aussi en soi. Et donc ça mature quand même un peu, et donc on le porte avec nous pendant un petit moment. J'ai oublié le fil de ma pensée. Comment vous faites en fait pour aborder ces personnages qui peuvent être très loin de vous ? Et est-ce que vous avez besoin de trouver des explications ? Oui, alors voilà, c'est ça, merci. En fait, c'est vrai que on peut, de premier abord, on peut se dire oh là là, Rodolphe c'est un gros connard en fait, qui est pas du tout sympathique. Et alors, sans vouloir l'excuser, moi c'est vrai que j'avais besoin de comprendre pourquoi il était comme ça. Sinon, c'était un peu sur 3 actes, jouer un espèce de sale type, c'était un peu réducteur. Et donc oui, j'ai eu besoin, pas de l'excuser, mais en tout cas de lui trouver, notamment au travers de la relation avec sa mère, un pourquoi et comment il en arrive là. Parce que je pense que c'est pas, enfin là on n'est pas comme ça. Voilà. Et de construire un peu tout ça pour nuancer aussi, pour pouvoir mettre des couleurs sur la méchanceté, sur la violence, sur la tristesse de ce personnage. Voilà, on a besoin d'avoir des teintes plus ou moins différentes sur un 3 actes. C'est vrai que je crois que Kenneth Macmillan est allé quand même très loin
et c'est ce qui l'intéressait apparemment, la question du sexe et de la violence. Or, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous interprétez Sissi, souvent parce qu'on a vu des films, on a une image assez édulcorée de cette cour impériale, que ce soit donc dans les films de Sissi, que ce soit aussi le film de Terence Young, alors moi quand j'étais petite ça passait tous les ans à Noël, ce film avec Catherine Deneuve qui jouait Marie Becerra et Omar Sharif, mais on était dans quelque chose de très romantique, de très aseptisé, je pense, qu'on retrouve pas quand même dans ce Meyerling là, dans ce ballet, malgré des décors absolument exceptionnels et tout un apparat qui en réalité cache une noirceur, une solitude des personnages. Est-ce que vous avez été surprise, vous en interprétant Elisabeth, par justement cette ambivalence beaucoup plus grande par rapport à l'image peut-être qu'on en avait en voyant tous ces films? Je pense que c'est la vision de Kenneth Macmillan, c'est ce qu'il a voulu mettre en avant de lui, sa vision de l'histoire de Rodolphe et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Non, j'ai pas été surprise. Après, moi, je trouve que c'est un ballet qui peut être peut-être difficile à regarder justement par tous ces aspects qui sont très noirs, très sexualisés et tout ça. Et puis c'est un rapport sexuel qui est quand même c'est pas juste de la tendresse ou c'est quand même très lourd, quoi. C'est très violent en fait. Avec Stéphanie, le pas de deux avec Stéphanie, c'est d'une violence. À chaque fois que je le regarde, je suis mal en fait. Moi, ça me met mal personnellement. Et je pense qu'à le vivre aussi, c'est difficile. Vous auriez pu interpréter Stéphanie ? Oh là là. Bah, je me ferme pas la porte. Je dis pas que j'aurais pas pu l'interpréter, mais je pense que c'est très intense. Mais chaque rôle en fait est très intense dans ce ballet, parce que nous, avec Mathieu, on n'a pas c'est beaucoup moins acrobatique. Effectivement, on a vu l'extrait, c'est beaucoup plus posé, mais parce que c'est donc une relation mère-fils, donc rien à voir avec ce qui se passe avec Stéphanie. Mais voilà, c'est moins acrobatique, mais c'est très intense quand même. En fait, la violence, elle est psychologique et la violence, elle est quand même présente malgré tout. Donc, ça se traduit pas forcément dans les manips ou dans les portées ou tout ça, mais ça se traduit justement par beaucoup plus de contenance, beaucoup plus d'émotionnel, comme je disais, beaucoup plus de torsion, beaucoup plus. Elle arrête pas de courir. Enfin, on voit qu'elle s'échappe à chaque fois. Dès que Rodolphe veut lui parler, elle s'échappe. Et tout ça, en fait, ça doit être contenu dans un pas de deux qui est pas si long. Et en fait, effectivement, comme l'a dit très justement Mathieu, ça met en exergue le tableau et tout ce qui se passe dans la psychologie de ce personnage de Rodolphe, et aussi ça justifie le pourquoi il est comme ça. Et donc c'est un pas de deux qui est très important pour la narration de l'histoire. Et donc on a peu de temps pour justement pouvoir bien expliquer ce qui se passe. Alors en plus, comme je l'ai dit, vous interprétez deux rôles en alternance. Donc Elisabeth et puis Marie Lariche, donc ex-maîtresse de Rodolphe et qui présente Marie Becerra à Rodolphe. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle la présente ? Est-ce que c'est pas pour conserver son pouvoir sur lui Alors, moi, ma lecture, c'est que donc, Marie Lariche, c'est la plus ancienne maîtresse de Rodolphe, donc c'est celle qui le connaît aussi le mieux. Et elle a de l'affection pour lui et une forme de tendresse, mais c'est quand même une manipulatrice et c'est quand même une femme qui aime se jouer de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que dès le début, c'est elle qui va dire à Rodolphe, parce qu'on va voir que dans le ballet Meyerling, il a une première variation, et en fait, elle lui dit « Oh, en gros, on s'emmerde ici, là, va jouer avec Louise, ça va être beaucoup plus sympa, en fait. » Et donc, dès le début, en fait, c'est un peu le fil conducteur. Et d'ailleurs, c'est marrant de jouer effectivement enfin, marrant. C'est intéressant de jouer les deux personnages parce que Sissi déteste Marie Lariche, parce qu'elle considère que Marie Lariche a un pouvoir sur Rodolphe complètement destructeur et qu'elle est aussi la cause de tous ces maux. Enfin en partie, et donc du coup tout le long du ballet elle est furieuse et elle la supporte pas en fait, donc et c'est marrant de jouer pour le coup les deux personnages, et donc voilà, et donc effectivement Marie Lariche tout le long du ballet elle va avoir une place importante en fait dans la lecture de ce qui se passe aussi pour Rodolphe.
Juste peut-être, même si je vois qu'il n'y a que des connaisseurs et que sans doute vous avez déjà tous vu le ballet, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on voit juste un petit extrait entre vous. Alors, évidemment, vous ne faites pas les deux rôles en même temps, mais on vous voit faire Elisabeth et Laura Eke fait le rôle de Marie Lariche. Donc, et suivant les distributions, vous jouez l'une ou l'autre. Non, mais juste par rapport à votre question, je me disais, en fait, je pense que Marie Lariche présente Marie Vetsera à Rodolphe parce que elle a envie qu'il se renouvelle. En fait, c'est une histoire de fraîcheur. Donc, pour pas qu'il s'embête, en fait, pour qu'il aille découvrir quelque chose de plus excitant, en fait, parce que sa vie, son mariage avec Stéphanie, ça lui plaît pas. Elle se considère comme déjà un peu passée, et donc du coup, effectivement, c'est pour garder un pouvoir sur lui, mais aussi, voilà, pour l'amuser aussi, pour qu'il y ait une forme un truc un peu exubérant, un truc un peu sympa. Donc elle va lui apporter du fun, en fait. C'est ça. On voit le petit extrait et puis on continue. On voit que ça sollicite quand même des registres très différents. Alors on va parler de votre tour de force à vous en tant que danseur, parce que c'est un rôle quand même très écrasant. Mais pour vous, de passer quand même d'un personnage à l'autre, comment est-ce que vous vous préparez pour cette alternance ? Je dirais que pour moi, c'est une chance de pouvoir danser différents personnages dans ce ballet. Je trouve ça toujours très enrichissant de pouvoir découvrir beaucoup de personnages dans le même ballet. Comment je me prépare ? Beaucoup de concentration. Après, je fais pas les deux personnages dans la même répétition, dans le même spectacle, donc ça me permet de bien séquencer les choses et de bien m'organiser autour de ma concentration, en fait. Donc après, j'ai quand même l'habitude de faire plusieurs rôles dans le même ballet. Et donc, et ce depuis plusieurs années. Donc, disons que pour moi, c'est pas si difficile. J'adore, en fait. Ça me permet d'aller plus en scène, d'expérimenter encore plus. Et puis, ces deux personnages-là c'est vraiment des beaux rôles que j'apprécie. Et est-ce que vous avez une préférence, ou c'est comme si on demande à un parent s'il a une préférence parmi ses enfants ? Non, parce que c'est très très différent. C'est vraiment des émotions qui sont très différentes. Et en plus, comme je danse pas avec les mêmes personnes, je danse avec Mathieu, mais je danse aussi avec Hugo et avec Germain. À chaque fois, c'est très différent. Donc, pour moi, ça me permet aussi de me renouveler quelque part, et de vivre quelque chose qui est différent à chaque fois sur scène, et en répétition aussi. Alors vous, la prouesse, elle est un peu ailleurs, elle est dans ce rôle, on l'a dit, écrasant. Je crois qu'il y a peu de ballets qui donnent autant d'importance à un rôle masculin. Alors on sait que bientôt vous allez faire vos adieux, c'est pas un secret, dans Onegin, mais ce qui veut dire aussi que vous êtes un danseur très, très aguerri. Est-ce que c'est un rôle que vous auriez pu danser en début de carrière, par exemple ? Que j'aurais forcément interprété différemment, avec des optiques complètement différentes, je pense. Après, ça m'aurait peut-être permis de le danser plusieurs fois et d'aller encore plus loin et d'évoluer sur une période plus longue.
En revanche, je suis très heureux aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec ce qui m'est donné, d'avoir accès à un rôle comme celui-là, parce que je pense que pour un artiste, c'est un vrai cadeau, et notamment avec la maturité qu'on peut acquérir au cours d'une carrière, de pouvoir la mettre au service d'un tel personnage, c'est une vraie chance, voilà, et j'en profite. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un rôle si difficile ? Alors, c'est difficile de plusieurs façons. C'est difficile parce qu'on a ce sacré premier acte où on enchaîne quasiment tout l'acte. Donc, c'est très cardio. Ensuite, on a plusieurs partenaires et on passe de l'une à l'autre quasiment sans transition. Donc, c'est des gabarits, c'est des personnalités, c'est des relations différentes à chaque fois, des histoires différentes à raconter. Donc, il faut très vite switcher sur les séquences. Et ensuite, c'est compliqué aussi parce que on l'a vu, un personnage très très complexe qui a de plus existé, donc on interprète vraiment quelqu'un. Et donc toute cette richesse-là, il faut quand même la mettre en avant. Et donc voilà, c'est difficile à plus d'un titre. Puis alors, il y a la partie psychologique, mais il y a aussi quand même la partie politique de ce personnage, puisque là, on a parlé de Rodolphe et de ses relations intimes, mais il y a aussi l'aspect, puisque c'est le prince héritier de l'empire austro-hongrois, il y a aussi sa relation, on voit avec des officiers hongrois, on voit que lui est plus libéral que son père. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des interprétations parfois assez plus ou moins fantaisistes sur c'était pas un suicide, mais Rodolphe a été assassiné. C'est pas évident, ça aussi, j'imagine, de jongler entre l'intime, entre le politique, entre les scènes d'amour les scènes d'amour ou de sexe et des scènes plus d'apparat grandioses. Comment vous arrivez à jongler avec à équilibrer tout ça ? Justement, les répétitions font qu'on arrive à passer, c'est un mécanisme aussi, se mettre au moment où ça arrive, dans la bonne émotion, dans l'humeur juste, dans l'attitude. C'est tout le travail qu'on fait avec Dana et avec les répétiteurs, et aussi entre nous, chacun, d'interagir avec l'autre de la bonne attitude pour qu'on puisse se répondre comme il faut. C'est vrai que personnellement, je trouve que la partie politique qui est évidemment évoquée dans le ballet n'est pas non plus spécialement mise en avant. Donc elle est là, elle est présente, mais c'est pas là-dessus. Je me concentre pas spécialement puis c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu compliqué d'exprimer en danse des opinions politiques, je pense. Donc voilà, c'est dans la narration, mais c'est pas aussi présent que son rapport à la mort ou ses rapports aux femmes et c'est sa personnalité. Je voulais vous demander un petit peu quel est Là, vous êtes en train de répéter. Donc, sur quoi vous insistez ? Quelle est un peu la journée type de vous, danseurs, en ce moment, sur ces répétitions, sachant que vous l'avez déjà interprété ? Là, on a débuté hier la première répétition en scène. Donc là, il y a aussi tout un travail de coordination entre les différents corps de métier, parce que les costumes sont quand même très présents aussi, très chargés. Il y a beaucoup de costumes, beaucoup d'accessoires, les perruques, les coiffes, les changements de décor et tout ça. Donc notre journée, ça va être évidemment le cours le matin, des répètes l'après-midi, et puis en fait, ça change pas de d'habitude. Peut-être pas trop pour toi, parce qu'en plus tu fais plusieurs rôles et donc tu es très souvent en scène, mais pour mon personnage qui, quand même, quand on file le ballet, on le sent quand même passer à la fin de la journée. Donc c'est la période où on a des journées les plus en montagne russe, c'est-à-dire qu'on a une journée, par exemple hier, où c'est la première fois en scène, on est toute la journée en scène, donc on piétine un peu, en même temps on doit prendre ses marques, c'est super important, on essaye de voir tous les éléments nouveaux, les acquérir, et à la fin de la journée on est bien fatigué, et le lendemain du coup c'est une journée un peu plus cool, entre guillemets, récup, on débriefe sur ce qui s'est passé la veille, et le surlendemain, nous demain soir on sera en répétition avec l'orchestre, donc c'est à nouveau une grosse journée qui se termine tard,
Et le lendemain, ce sera encore un peu du débrief. Et donc voilà, c'est un peu up and down, avec des grosses journées, des journées plus de récup où il faut pouvoir gérer pour aussi renouveler l'émotion, être prêt physiquement quand c'est vraiment important. Pas non plus trop abandonné entre les points de rencontre sur scène. C'est, je trouve, dans la journée, dans la vie du danseur, la période la plus critique. Le dosage, rester dans sa forme la plus optimale et en même temps pas se fatiguer, pas perdre perdre du cardio. Voilà, c'est une période un peu compliquée à gérer. Vous parlez beaucoup d'émotions, des émotions à apporter à votre personnage, et en effet, ça se sent énormément. Mais ce qui impressionne aussi, c'est quand même toute la partie très acrobatique, tous ces portées qui sont incroyables et qu'on ne voit pas peut-être ailleurs que chez Macmillan. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces portées qui paraissent vraiment, parfois on se dit mais par où il la prend, c'est quoi ses appuis, c'est vraiment totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors c'est vrai qu'il y a une grande importance donnée au pas de deux et avec les portées dont certains sont effectivement assez impressionnants même pour nous à faire et qui parfois faut passer par-dessus aussi le cap de la peur, de pas blesser, d'être dans la fatigue, dans l'émotion quand même, c'est-à-dire se donner complètement mais avoir quand même une part de soi qui reste connectée sur la musicalité, sur bien placer ses mains, sur l'écoute de la partenaire et c'est vrai que ça c'est un vrai travail à faire parce qu'en scène des fois on a envie de tout lâcher et de s'oublier et c'est là que juste après c'est la catastrophe et en même temps il faut quand même en profiter et il faut quand même livrer au public une émotion. Donc ça c'est un vrai travail. C'est impressionnant chez Macmillan, mais on a quand même des ballets. Je pense à Onegin, je pense à Adamo Camellia, je pense à voilà avec des chorégraphes qui utilisent aussi l'art du pas de deux assez poussé et donc et pour ma part c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et très très gratifiant. Voilà. À tous les deux, qu'est-ce que ça vous avait apporté de danser l'histoire de Manon auparavant? Est-ce que ça vous avait familiarisé justement avec le langage chorégraphique de Macmillan? Oui, je dirais que ça nous a... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a familiarisé. Effectivement, sur le langage de Macmillan. J'ai rencontré Dana Fouras dans le cadre de donc, la répétitrice qui vient nous faire travailler actuellement. Je l'ai rencontrée sur l'histoire de Manon. Et elle mettait déjà beaucoup l'accent sur... le caractère de chaque personnage et les rapports qu'on a les uns avec les autres. Donc ça m'a familiarisée aussi par rapport à ça. Enfin, elle a mis aussi beaucoup l'accent sur la musicalité, sur le contexte, tout ça. Donc oui, je dirais que ça nous apporte quand même de faire des ballets régulièrement du même chorégraphe. C'était très intéressant, enrichissant. Et pour vous? Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Héloïse, même si je pense que de toute manière, chaque ballet, chaque production nous nourrit et peut-être inconsciemment aussi pour la suivante, même si c'est pas le même chorégraphe, même si on trouve des similitudes ou justement dans des choses très différentes qui nous obligent à aller chercher autre chose de nous-mêmes, nous permettent de revenir de manière plus spontanée ou plus fraîche sur des nouveaux rôles. Mais effectivement, le fait d'avoir déjà fait du Macmillan et d'avoir déjà entendu un peu son style et sa façon de voir la danse nous a forcément servi pour Meyerling. Est-ce que vous avez hésité quand même devant la complexité de ce personnage et de la technique? Est-ce que vous avez hésité à interpréter, je parle il y a 2 ans, à interpréter ce rôle ou pas du tout? Bon, déjà, c'est pas... Enfin... Non, c'est quand même une chance d'interpréter... Enfin, c'est quand même très... positif. Enfin, qu'on pense à vous pour un personnage comme ça, c'est quand même très positif. Donc forcément, on est heureux d'avoir l'opportunité d'interpréter un tel rôle. Après, c'est vrai que c'est une montagne et c'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que je vais pouvoir la gravir, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que... voilà, il y a plein de challenges à relever. Mais ça aurait été dommage de pas vouloir y aller, oui.
Non, si je pose cette question, c'est aussi parce qu'il y a un documentaire qui a été réalisé sur Mayerling et que parfois on voit vos doutes, mais ce qui est en effet normal. Je pense qu'un artiste qui ne doute pas n'est pas complètement un artiste. Je voudrais juste qu'on voit un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire qui en ce moment est disponible sur Pop, la plateforme de streaming de l'Opéra de Paris. Une entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, c'est toujours un événement auquel c'est agréable de participer. Puis là, on est magnifié par les costumes, la production et les décors sont incroyables. À chaque fois qu'il y en a une entrée au répertoire, c'est la découverte de l'inconnu. On n'a pas la mémoire du corps parce qu'on n'a jamais dansé, on n'a pas la mémoire de savoir qu'est-ce qui se passe autour. Je ne dirais pas que c'est plus difficile, ça prend un peu plus de temps. Et c'est très intéressant d'aborder toujours quelque chose de nouveau. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la musique de Liszt. Très romantique bien sûr, mais quand même avec certaines brisures, des heurts. Est-ce que cette musique là aussi, elle vous aide? Enfin, comment est-ce que vous arrivez à jouer, si je puis dire, avec elle? Moi, je la trouve très inspirante, cette musique. Je trouve qu'en plus, à chaque fois que justement il y a une scène, je trouve qu'elle met en valeur justement le propos de la scène. Quelque chose de très dramatique, quelque chose de plus fougueux, quelque chose de... Enfin, à chaque fois, chaque émotion est mise en valeur par la musique. En tout cas, la musique est porteur par rapport à l'émotion qui est donnée à ce moment-là du ballet. Donc, moi, j'aime beaucoup toutes les musiques de ce ballet. Ouais. Moi, je dois confesser qu'au début, quand j'ai su qu'on allait danser Mayerling, je suis allé voir le ballet à Londres. Et j'ai été assez hermétique, c'est-à-dire que j'y suis allé comme ça de manière spontanée. J'avais pas l'histoire, j'ai pas tout compris tout de suite, et notamment j'étais assez hermétique à la musique. J'étais pas sensible à cette musique. Je me disais c'est quand même étrange, j'arrive pas à rentrer dedans, il y a peu de mélodies. Et au final, quand on a commencé à travailler. Au départ, c'était très dur d'ailleurs à compter, à être. Enfin, il y avait vraiment des parties qui me paraissaient vraiment pas simples. Et maintenant, elle m'habite. Et c'est une musique que j'adore. Et je pense qu'elle a tout son sens parce que Liszt est de cette époque. Il a composé le pas 2, notamment de Sissi et Rodolphe. Il l'a composé pour le mariage de Sissi. Donc ça fait vraiment sens avec l'œuvre. Et je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette musique la première fois. Enfin voilà, comme quoi ça vaut le coup de réinsister parfois. Et maintenant, je suis vraiment amoureux de cette musique, oui. Mais tu as des solos qui sont quand même très difficiles à compter. Oui, il y a vraiment des parties qui sont particulières et qui sont pas évidentes. Ouais, si on a de soi-même, c'est pas évident à intégrer dans le corps. Justement, vous avez vu le ballet donc au ROH. Quelles seraient les différences que vous décririez entre la façon de danser du ROH et le ballet de l'opéra? C'est difficile, c'est quand même un ballet emblématique de cette compagnie où ils ont une vraie histoire justement eux et une vraie culture de ce rôle, de ce chorégraphe. Donc je pense qu'ils sont baignés là-dedans depuis jeunes. Ils ont cette identité en eux, tandis que nous, effectivement, c'est quelque chose d'importé, en tout cas pour l'instant. Et donc on s'approprie petit à petit. Donc je sais pas dans quelle mesure dans quelle justesse on le fait, mais en tout cas on le fait de façon assez, enfin voilà, c'est comme ça vient. C'est assez spontané, c'est-à-dire on s'en empare, et tandis que eux c'est vraiment dans leur ADN. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux, je sais pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Enfin, au Royal Ballet, il y a une quantité de solistes époustouflante, et c'est vrai que ce ballet met aussi en avant une grande caste de solistes. Donc, on voit beaucoup de personnalités, on voit de la belle danse, on voit des identités très différentes. Et moi, c'est ce qui m'avait plu déjà là-bas. Ça fait une très belle carte de visite pour une compagnie.
Et je pense que Dana Fouras, donc la répétitrice, elle insiste aussi beaucoup sur le développement personnel de chacun par rapport au personnage qu'on doit interpréter. Et donc elle est elle essaye d'être au maximum avec le temps qu'elle a, au cas par cas, pour essayer de développer dans chaque caste justement notre propre identité à travers un personnage évidemment et des structures qui définissent le personnage. Mais ça, je trouve que c'est formidable de faire ce genre de travail parce que ça, tu en sors épanoui et grandi. Et pour un artiste, c'est ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche. Et vous, en tant que danseur, puisque maintenant c'est la deuxième fois que vous le dansez, vous diriez que ça vous a enrichi en quoi ça vous enrichit en quoi, ce ballet ou ces personnages? Déjà, moi, ça m'a obligé à chercher en moi une certaine facette de ma personnalité que j'avais pas forcément conscience ou mis en avant ou pas forcément envie de vivre ce genre de choses au quotidien. Mais j'avoue que c'est une aventure très très particulière à vivre, qu'on n'en sort pas forcément indemne. Et donc, ça laisse aussi... des souvenirs, enfin je ne peux pas dire des séquelles parce que ça serait comme de la violence, mais ça laisse quelque chose que je suis très heureux de garder en moi. Justement, je pars bientôt et je suis heureux d'amener ça avec moi sur la suite. Et vous? Alors moi je dirais que oui, comme je le disais, ça m'épanouit énormément parce que c'est un travail qui est très spécifique qu'on fait avec Dana et aussi entre nous, entre artistes. Et c'est des pas de deux, comme on l'a dit, qui sont très artistiques. Et donc forcément, en tant que danseur et surtout avec une maturité, on recherche justement ça pour justement maturer artistiquement et faire des ballets comme ça nous apporte énormément en tant qu'artiste pour développer en nous différentes facettes en fonction des rôles qu'on a à interpréter. Et je trouve ça formidable, effectivement, et ça m'a énormément enrichi. Et je vois d'ailleurs, parce que là c'est des extraits d'il y a 2 ans, oui. Et en fait je vois les différences déjà dans nos façons d'interagir entre nous, des choses qu'on a déjà beaucoup, enfin, je dirais pas forcément améliorées, mais en tout cas peaufinées. Et je trouve que cette année, tout a beaucoup plus de sens pour moi, en fait. Donc, et je pense que le fait de l'avoir dansé il y a 2 ans fait qu'on a pu dépasser tout un travail de coordination, d'apprendre le ballet. Et là, on est rentré directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'art, l'âme, ce qu'on veut mettre et tout ce qu'on veut faire ressentir au public. Et donc, je vois la différence déjà. Vous aussi, j'imagine. Oui, justement, c'est une question que je voulais vous poser. Tout est plus connecté. Enfin, là, c'est difficile parce que c'est des petits extraits, mais en tout cas, je trouve que dans notre tête et dans notre préparation, tout est plus lié. C'est pas des séquences qu'on met bout à bout, mais c'est vraiment une histoire qu'on raconte de A à Z. Et oui, du coup, c'est plus agréable parce que c'est aussi plus fluide pour nous et c'est pas ok, ça c'est maintenant, c'est ça, ensuite c'est ça, et voilà. Et il y a cette mémoire du corps aussi, j'imagine, qui revient et qui fait aussi que ça va plus vite et qui permet de se concentrer sur d'autres choses. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Mathieu, on ne l'a pas fait il y a si longtemps que ça. Donc finalement, très, très rapidement, c'est revenu. Et ça, c'est très, très agréable, effectivement. Même s'il y a eu des changements de partenaires. Voilà, moi après je voudrais quand même dire que c'est vrai que j'ai la chance de le refaire avec Héloïse et du coup on part d'un postulat qu'on a déjà fait tous les deux ensemble avec une vision qu'on avait déjà accordée, donc qu'on peut amener dans un autre endroit. Pour d'autres partenaires, ça a été aussi redécouvrir avec certains partenaires qui ne l'avaient jamais fait, donc du coup qui s'approprient aussi leur personnage, et donc comment on se situe par rapport à elle, comment on grandit ensemble, et on va pas forcément plus loin par rapport à un point de départ, mais on va dans une autre direction, ce qui est aussi intéressant parfois. Alors, on a déjà parlé 1 heure là de Mayerling. Je suis sûre qu'il y a plein de questions dans le public. Merci à vous pour la présentation. J'ai une question sur... Est-ce que le changement de partenaire a changé un peu vos manières d'interagir avec la rôle de Marie Vercera? Forcément, puisque c'est deux partenaires différentes qui ont leur vision du rôle qui leur appartient, et c'est 2 relations aussi humaines différentes entre nous.
Donc je pense que tout en racontant la même histoire, on n'a pas changé de point de vue et tout ça, mais on a forcément une alchimie qui est différente avec Léonore que celle que je pouvais avoir avec Ludmilla. Et vous, Héloïse? Oui, alors moi, donc, je refais avec Mathieu et avec Hugo, je n'avais pas fait la dernière fois. Alors pour moi, c'est un gros travail de refaire comme une page blanche à chaque fois, en fait, parce que comme j'alterne donc avec mes deux Rodolphe, et j'en ai un troisième, mais je fais pas le même rôle. Je dirais que c'est important pour moi de pouvoir être complètement dans le moment présent et de ne pas reproduire ce que j'ai pu vivre avec l'un et de vouloir le refaire avec l'autre. Donc ça, c'est aussi un grand travail et Dana Fouras insiste beaucoup dessus, c'est-à-dire essayer d'être le plus lucide possible et vraiment vivre le moment présent et ne pas le préméditer. Donc voilà, et avec Germain aussi, ça a été une découverte parce que pour lui, donc c'est une prise de rôle. Donc contrairement à Hugo et Mathieu qui l'avaient déjà dansé il y a 2 ans, donc ça a été encore un processus différent en fait, puisqu'il a dû apprendre la chorégraphie. Moi, j'avais un peu d'avance par rapport à nos pas de deux. Mais donc voilà, mais c'est un rythme différent de travail et on danse un peu plus tard, donc c'est pas plus mal. On a plus de temps aussi. Est-ce que vous savez pourquoi ce ballet est entré si tard au répertoire de l'Opéra de Paris? Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres pièces de Macmillan que vous souhaiteriez voir entrer au répertoire de l'opéra? C'est pas grave hein, si vous savez pas. Non, je ne sais pas pourquoi elle est rentrée aussi tard au répertoire de l'Opéra de Paris. Il me semble que c'est un choix d'Aurélie que de le faire rentrer au répertoire. C'est ça, hein, c'était oui, Aurélie. Je pense que c'est compliqué pour faire venir c'est pas aussi facile que ça de faire venir une pièce maintenant, peut-être plus, mais il y a certains ballets comme Onegin par exemple aussi qui ont tardé à venir parce que c'était aussi la carte de visite d'une certaine compagnie et c'était l'identité d'une certaine compagnie et donc peut-être difficile à lâcher, entre guillemets. Aujourd'hui, on s'est plus universalisé et on peut voir tous ces ballets un peu partout de manière plus facile. Après, il y a aussi une histoire que c'est une grosse production avec beaucoup d'argent et qu'il y a aussi des histoires de budget, j'imagine. Voilà. Je voudrais juste ajouter qu'il y avait quand même eu déjà des pièces au répertoire de l'Opéra de Paris de Macmillan. Donc en 78-79, il y avait eu Les 4 saisons d'As Lied von den Erde et Métabol. En 84, Danse concertante. Et donc en 90, l'histoire de Manon est entrée au répertoire. Et en 2022, Meyerling. Pour vous, autant physiquement que psychologiquement, quelle est la scène la plus dure à interpréter? Pour moi? Pour vous deux? Alors pour moi, je pense que une scène vraiment critique et difficile, c'est le dernier pas de 2 de l'acte 1 avec Stéphanie, parce que c'est une scène assez violente qui arrive à la fin de l'acte le plus difficile pour Rodolphe, où on a traversé plein d'étapes physique et émotionnel et où ce pas 2, il faut jouer quelqu'un qui est très menaçant et violent avec une partenaire qui est donc très effrayée et en même temps faire des pas 2 assez acrobatiques et il faut pouvoir doser dans la fatigue, la violence artistique et en même temps la grande conscience technique pour pas lui faire mal, pour être sur la musique, pour être clair au niveau de la chorégraphie. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est très essoufflant comme pas 2. Donc pour moi, c'est vraiment le plus compliqué à placer. En ce qui me concerne, le rôle de Sissi n'est pas très dur physiquement parlant. Donc je ne pourrais pas vous répondre par rapport à physiquement quelle est la scène la plus compliquée pour moi. Et émotionnellement, je dirais que le pas de 2, l'extrait de pas de 2 que vous avez vu,
c'est peut-être la partie la plus intense pour moi, parce que je dirais qu'elle est dans cette incapacité de donner son amour. Il y a une retenue, il y a une forme de retenue, et à un moment donné, on le voit pas, mais voilà, il lui arrache le journal qu'elle est en train de lire, et il lui dit mais pourquoi tu veux pas me parler, et en fait il y a beaucoup d'émotions dans ce pas de deux. C'est vraiment très intense, mais en même temps c'est pas du tout on ne libère rien, en fait, on est vraiment tout en retenue, et ça à vivre, et c'est très intense, en fait, et peut-être même plus intense que si je devais hurler, en fait. Le fait de tout contenir comme ça, je ressors, j'ai beaucoup d'émotions en moi, donc voilà. Mais c'est formidable, j'adore, hein, mais donc je dirais ce pas de deux là. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que toutes les ombres de l'histoire ne peuvent pas nourrir également la dramaturgie? Je pense justement à la maladie vénérienne, qui doit certainement donner certains accès de folie à Rodolphe, et peut-être c'est intéressant de laisser le spectateur se demander où en est Rodolphe au moment où il fait telle et telle chose. Et il me semble avoir lu, c'était il y a quelques années, donc ma mémoire n'est peut-être pas très fidèle, mais il me semble qu'on s'est posé la question de l'assassinat du couple par le fait que Rodolphe appartenait à un groupement politique qui était en opposition avec la politique de son père, et en même temps c'était pas toujours très clair. Et est-ce qu'on ne peut pas nourrir, j'ai vu le ballet, je l'ai adoré, hein, mais est-ce que quand vous dites mais finalement je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que toutes ces interrogations ne peuvent pas épaissir encore le personnage et lui donner encore plus de consistance? Oui, complètement, et c'est bien aussi que de laisser le public avoir son avis et son propre choix. Il est forcément éclairé par les pas et par la narration déjà, mais effectivement, déjà chacun d'entre nous va y mettre du sien, donc va avoir sa propre vision. Et après, c'est aussi super que le public se fasse sa propre idée du personnage et de l'histoire. Et si je peux rajouter, parce que vous parliez de dramaturgie, Macmillan a quand même fait des choix très nets. Par exemple, lui, il ne se pose pas la question de est-ce que ça a été un assassinat ou pas. Lui, il tranche, pour lui, c'est un double suicide. Bonsoir. On a vu que c'était un rôle qui était très éprouvant, et un ballet qui est assez dérangeant, même du côté du spectateur. Moi, je l'ai vu 5 fois il y a 2 ans, et avec des distributions différentes à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très dérangeant. Quand on rentre le soir, on n'est pas indemne non plus en tant que spectateur. Je voulais savoir ce que vous faisiez en rentrant chez vous, enfin sans poser de questions indiscrètes, mais pour lâcher un peu de lest avec tout ça et faire quelque chose de plus léger. Comment vous arrivez à vous sortir du rôle ? En fait, c'est particulier comme sensation, mais on n'a pas forcément, je ne peux pas dire que c'est agréable, mais on n'a pas forcément envie de sortir aussi de cet état, parce que c'est un état qu'on n'a pas tout le temps. Il faut quand même bien creuser pour s'y mettre. Donc tant qu'à faire, autant profiter aussi de cette sensation qui n'est pas quotidienne et qui n'est pas commune. Donc je laisse les choses personnellement venir et faire. Voilà, je suis content de rentrer chez moi, de retrouver ceux que j'aime, mais j'ai pas une attitude particulière, et c'est aussi il y a une certaine nostalgie du spectacle et de ce que j'ai vécu qui est plus ou moins agréable et que j'ai pas envie de chasser tout de suite de moi. Mais après une représentation, j'imagine que c'est un rôle qui est vraiment vidant, donc ça doit être moralement, ça doit être très difficile, non ? Oui, en fait, la première fois, il y a 2 ans, où j'ai fait la première répétition avec tout le monde, le filage, à la fin, j'ai pleuré, mais j'avais pas compris pourquoi, en fait, j'avais pleuré. Et effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as ? Et en fait, oui, c'est toute cette émotion qui doit à un moment sortir, en fait.
mais qui reste, encore une fois, vraiment agréable. Après, oui, il faut se renouveler et puis il faut repartir pour refaire une page blanche pour le spectacle d'après. Et donc, il y a des choses à faire, il y a de la récup, il y a des choses purement techniques à faire. Mais l'état dans lequel on est vraiment, malgré tout, agréable. Cette espèce d'épuisement, d'avoir l'impression d'être vidé, d'avoir tout donné, c'est aussi très gratifiant. Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais savoir si justement ces rôles, ça vous avait aidé pour d'autres personnages dans d'autres ballets, et si vous avez pu en tirer des choses qui vous ont servi sur d'autres rôles. Oui, je pense que à chaque fois qu'on interprète et qu'on s'imprègne de l'identité d'un personnage, ça nous apporte pour d'autres personnages, pour alimenter notre registre en fait, enfin pour le faire grossir, pour découvrir des choses en nous, une texture de mouvement ou même une approche du mouvement, comme l'a dit très bien Mathieu. Chaque production enrichit une autre production, donc chaque personnage vient enrichir un autre personnage, ne serait-ce que par une réflexion, par un sentiment, voilà. Après, j'ai pas d'exemple très précis, mais en tout cas, oui, ça m'enrichit. Moi, je suis d'accord avec Héloïse et je voudrais rajouter que quand on fait des ballets comme ça, on crée aussi des complicités et des relations avec ses partenaires. Qui perdure après dans le temps, même si on danse pas tout de suite forcément après ensemble, et effectivement c'est des relations qu'on construit de confiance aussi, on se met à nu émotionnellement, artistiquement, et on est obligé de se faire confiance, et ça crée des choses après qu'on peut retrouver dans d'autres ballets. Merci. Bonjour et merci encore. Alors j'ai une question pour Mathieu. Je voulais savoir, alors dans la fin du premier acte, le premier pas de deux avec Stéphanie, qui était génial. Moi, j'ai trouvé que vous ressembliez à Gainsbourg, à Serge Gainsbourg, dans la façon de théâtrale, et sans se fatiguer, pas parce que c'est tellement crevant que effectivement c'était, parmi les versions que j'ai vues à l'opéra, j'ai trouvé la vôtre vraiment idéal. Et entre celle-là, ce pas de deux-là, et le dernier, avec Marie Vetsera, comment vous faites pour amener la progression pour que ce soit si... Enfin, c'était avec Ludmilla d'ailleurs, c'est absolument génial. Je voulais savoir comment vous faisiez pour amener à être aussi génial jusqu'à la fin. C'est très gentil, c'est du travail. Non, mais encore une fois, je pense que là encore, la chorégraphie est extrêmement bien construite, et il faut faire confiance au talent du chorégraphe qui nous amène en fait d'un état à un autre, et il faut dérouler son histoire, prendre chaque chose dans le moment, et en fait on arrive dans cet état de manière quasi obligatoire. Parce que à la fin du ballet, on est forcément épuisé, donc on est forcément dans cette espèce de vide où on a tout donné, et donc ça crée la narration pour ce dernier pas de deux. Et à la fin du premier acte, on est aussi dans cette tension et cette fatigue, et le pas de deux avec Sissi nous a mis dans une telle frustration qu'elle nous amène au pas de deux avec Stéphanie. Donc voilà, il faut se laisser porter aussi un petit peu, après avoir un peu travaillé quand même, mais par l'évolution logique du personnage. Merci encore. Bonsoir. Au niveau des répétitions, lorsque vous répétez avec des nouveaux partenaires, est-ce que vous vous donnez la place pour des conseils, ou est-ce que vous les laissez faire leur propre chemin? À quel point est-ce que vous intervenez dans le travail de la découverte du rôle pour le partenaire? Oui, on laisse un espace d'échange évidemment entre nous, parce que c'est hyper important que l'un et l'autre se sentent à l'aise aussi de pouvoir communiquer, et c'est ce que disait Mathieu, on construit une relation
entre danseurs aussi pour pouvoir justement être le plus libre possible, et ça passe par la communication. Et donc, alors après, bon, là en l'occurrence, Mathieu est un partenaire très attentif, donc il va justement être très attentif à comment moi je me sens, quelles sont mes attentes, et donc il laisse énormément de place à ça. Il y en a d'autres peut-être un peu moins, mais ça se fait peut-être plus différemment ou automatiquement. Enfin voilà, je sais que Mathieu a ce souci vraiment en tout cas en ce qui me concerne, que je me sente très très bien. Voilà, donc oui, voilà. Non, mais je pense que on sent aussi, déjà on se connaît souvent les uns les autres depuis un moment, donc on a chacun de nos personnalités, nos façons de travailler. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans le faire tout de suite, il y a d'autres gens qui ont besoin de comprendre et qu'on leur explique. Donc c'est des alchimies qui se créent, et puis il y a forcément des duos qui marchent plus facilement que d'autres, et faut respecter aussi, et tout comme parfois ça peut être compliqué au premier abord, et puis en fait après on se trouve, on se comprend, on se dévoile aussi. C'est un travail qui est très très intéressant pour un artiste, justement, toute cette partie où on construit des personnages ensemble à deux. Enfin, oui. Moi c'est un truc qui me plaît. Oui, c'est comme une rencontre humaine en fait. Enfin, c'est une rencontre humaine à travers notre art. Donc, en premier lieu, c'est ça. Ouais, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Souvent, les grandes œuvres, ce sont des œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou théâtrales ou chorégraphiques, qui ont une espèce de propos universel, enfin d'universalité. On a bien dit que cette pièce, elle partait d'un fait réel. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, elle peut entrer en résonance avec notre époque et qu'elle peut encore dire des choses? Je suis chiante avec cette question, c'est ça? Non, pas parce du que tout. sinon, j'ai une question moins chiante qu'Héloïse voit venir. Allez-y. Vous avez dit qu'il fallait danser plusieurs fois cette pièce, mais je pense que 2 fois, c'est pas assez, Mathieu. Ça, c'est pas une question, mais... Mais alors, la première question, est-ce qu'il peut y avoir un universalisme de cette pièce? Est-ce qu'elle peut avoir encore... je pense que oui, effectivement, le manque d'amour, pour un peu résumer, enfin en tout cas voilà, le manque de communication et les frustrations peuvent amener à rendre des personnes très très violentes et très très loin, très très opposées à leur nature première. Et je pense que oui, ça devrait aussi nous parler encore aujourd'hui, de façon comment on échange, de ne pas laisser quelqu'un seul, de ne pas... Enfin voilà, l'enfermement dans une certaine psychologie. Je pense que c'est des thèmes actuels et qui nous parlent et qui font que ce ballet nous intéresse aussi, au-delà du fait réel, nous intéresse encore aujourd'hui, et nous, humains, nous intéresse aussi à vivre, parce que forcément ça résonne d'une certaine manière en nous. Et moi, je pense que c'est important que ce ballet soit donné en 2024, aussi par rapport à la considération de la femme, puisque bon, la femme, effectivement, dans ce ballet, à travers le personnage et la psychologie de Rodolphe, est quand même mise à rude épreuve. Et donc, ça aussi, ça nous renvoie à tout le chemin parcouru, et justement, toutes ces années pour que la femme puisse... s'assumer, s'émanciper, dire non à certaines choses. Enfin, donc, ça nous ramène à une réalité aussi, à un vécu historique. Et donc, là où on en est aujourd'hui, peut-être de rappeler quand même ce qu'on a pu vivre en tant que femme. Et si je puis me permettre, au-delà même de la psychologie, il y a quand même... Enfin, Rodolphe, il est aussi accablé par le poids de l'Empire et de toutes les règles auxquelles il doit se soumettre, tout le devoir. Et je crois que ça, c'est encore très actuel. Quand on voit ce qui se passe à la cour d'Angleterre, par exemple, on a ça très présent aussi, avec comment faire pour cerner l'intime, ou est-ce qu'on le laisse déborder et empiéter sur le devoir et le politique. Merci beaucoup, et excusez-moi pour mon français, ça ne marche pas bien. Pour moi, c'est vraiment impressionnant que vous dansez vraiment, les pas de deux vraiment compliqués, à la même temps que vous présentez
d'émotions, beaucoup d'émotions. Donc, combien de pourcentage de votre tête utilise pour la technique et les autres pour l'émotion? Et s'il y a de espace pour un peu enjoy, un peu profiter, ou il n'y a pas d'espace pour ça? Merci. Alors, le pourcentage, j'ai pas les chiffres, on m'a pas donné les chiffres. Mais ça dépend de quelle partie, ça dépend. Et encore une fois, je pense que l'important, c'est de tout connecter, en fait, et de tout relier, d'être suffisamment libéré de la technique pour pouvoir interpréter, et du coup, pour pouvoir profiter de ce qu'on est en train de faire. Je pense que le casting a été fait aussi pour que le rôle de Rodolphe soit dansé par des danseurs expérimentés et qui ont justement cette faculté, de par leur expérience et leur talent évidemment, à pouvoir effectivement avoir le cerveau qui, entre guillemets, se dédouble, avoir une lucidité dans tout ce qui est technicité et en même temps être dans l'émotion et le plaisir. Quand on a bien travaillé, voilà, quand on a bien répété, bien travaillé et qu'on est en confiance, c'est comme ça découle tout seul. Et de toute manière, c'est le challenge de ce genre de rôle, c'est de pouvoir allier tout ça. Bonjour, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans les ballets classiques, les personnages féminins finissent souvent mal, disons. Est-ce que ça peut être pesant à force pour une danseuse de toujours attendre son amoureux et mourir à la fin? Est-ce que c'est pesant? Je ne sais pas. Disons que... disons qu'effectivement, c'est des ballets que j'ai eu l'habitude de voir, et effectivement, ça a construit aussi mon répertoire et tout ça. Depuis petite, effectivement, je vois des ballets comme ça. Il n'y a pas que ça comme ballet, mais... pesant peut-être un petit peu. C'est vrai que par rapport au fait, ce qu'on disait, la considération de la femme en 2024 et tout ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une vision différente et qui évolue. Et on attend des ballets avec une considération de la femme peut-être différente, effectivement, et voilà. Ouais. Donc on verra ce qui sera programmé prochainement. Voilà, je sais pas. Mais en l'occurrence, les deux personnages féminins que j'interprète, c'est des femmes fortes. Donc, dans le ballet de Meyerling, en fait, je suis pas du tout confrontée à ce genre d'émotions qui pourraient me mettre mal à l'aise. Au final, Sissi, c'est une femme libre, forte, indépendante, qui fait ses choix et justement qui est un peu radiée de la cour parce qu'elle est différente. Donc, et Marie Lariche, c'est une intrigante, elle organise tout, donc c'est vraiment le fil conducteur aussi par rapport à la psychologie de Rodolphe, et donc c'est aussi une femme très forte. Donc là, je ne suis pas confrontée à ça en tout cas. Combien de temps vous avez pour répéter un ballet comme ça? Là, on a eu pas mal de temps, mais c'était entrecoupé avec d'autres. Ça dépend. Il y a pas de. Ça dépend du planning avec les autres productions avant, après, qui est disponible quand. On n'a pas tous le même temps de préparation. C'est vrai que c'est un ballet qui demande beaucoup de temps par rapport à d'autres ballets. Notamment quand c'est des prises de rôle, parce qu'il faut vraiment s'imprégner du personnage, il faut apprendre toute la chorégraphie, ça prend aussi un certain temps. Faut avoir aussi le temps de travailler, parce que des fois on est un couple de solistes et donc on peut travailler tout seul et s'intégrer sur la fin. Là, il faut vraiment travailler avec toutes les partenaires différentes, s'intégrer avec le ballet, parce qu'il y a pas mal de parties aussi avec les gens du ballet. Donc c'est un ballet qui prend du temps. Oui, il y a beaucoup de changements de décor aussi, des top musiques, des lumières, donc c'est fourni. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est une question pour Héloïse. C'est sans doute le dernier ballet que vous allez danser aux côtés de Mathieu. Quel souvenir en garderez-vous? T'as pas commencé encore? Non, j'ai pas commencé. Non, mais j'ai beaucoup de chance de partager la scène avec Mathieu. J'en suis consciente et même chaque répétition, je les apprécie et j'essaye de les savourer au maximum parce que
autant vous en tant que public, nous en tant que danseuses et danseurs, il va nous manquer, c'est sûr. Donc j'essaye d'en profiter au maximum et de m'enrichir aussi de ce qu'il a à m'apporter, et parce que c'est un grand artiste, et du coup c'est aussi ce qu'il me donne et comment je vais pouvoir lui répondre, et tout ça, ça me fait grandir artistiquement, et ça participe à mon épanouissement aussi. Donc j'ai beaucoup de chance, voilà, beaucoup. Donc de bons souvenirs. Voilà, 1h30 est déjà passée très rapidement en votre compagnie. Je voulais juste vous dire qu'il n'y aura pas de Toy 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 en novembre, mais par contre il y en aura 2 en décembre. L'un, le 3 consacré à Rigoletto, et l'autre, le 11, consacré à l'école de danse. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci à vous.